Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sponsorisée par Squarespace. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer la mise à jour du Victual Earth Yard. Au moment où vous verrez cette vidéo, deux nouvelles très grandes affiches seront disponibles. Ceux qui étaient à la conférence sur le HMS Belfast les ont déjà vus. Je vais simplement montrer la facilité d'ajouter un nouvel élément. Donc, j'entre un titre, attention spoiler, c'est l'USS Texas lors de la bataille hypothétique de Texel. Et ensuite, j'ajoute simplement une image de l'œuvre d'art originale. Ensuite, il suffit de fixer le prix et saisir les numéros de stock. J'en mets 10 car, à la différence des affiches précédentes en A3 ou A4, celles-ci sont beaucoup plus grandes, comme l'indiquent leurs dimensions. Celles-ci sont au format B1, donc même un peu plus grandes qu'un A0. Elles font en fait environ 1 mètre de large, un peu plus de 3 pieds en mesures américaines et britanniques d'ailleurs. Premièrement, comme je l'ai mentionné, c'est l'USS Texas dans son format d'origine. Vous pouvez aussi voir que je modifie sa présentation. Tout cela doit être lancé la semaine de la mise en ligne de cette vidéo. Au début, il y aura 10 exemplaires en stock. Une fois vendus, je pourrai en refaire produire, car ils sont grands et coûteux à fabriquer comparés aux petites affiches. L'autre, comme vous pouvez le voir, représente l'USS Texas en cale sèche, basé sur une série de photos que j'ai prises pendant que j'étais là-bas. Configuration simple et facile avec Squarespace. Donc, si après tous ces petits tutoriels que j'ai faits, vous pensez que vous pourriez créer un site web, peut-être idéalement pour l'histoire navale, mais on ne sait jamais, vous pourriez vouloir le faire pour une autre raison, alors rendez-vous sur squarespace.com, Drachinifel. Profitez d'un essai gratuit et ce lien vous offre 10% de réduction sur votre premier site ou domaine. Merci à Squarespace pour le sponsoring. Passons au sujet principal. Lors d'un live stream Dry Dock récent, j'ai vu une question sur la visualisation plus détaillée de la course aux Dreadnoughts, à la fois en termes de nombre de navires construits et de leur mise en service, mais aussi en termes de nombre de canons, de poids de bordée des canons, ce genre de choses, en évaluant l'efficacité des flottes de bataille durant la course aux Dreadnoughts avant et pendant la Première Guerre mondiale. Je me suis dit que c'était une bonne idée, mais je ne pouvais pas répondre immédiatement. Il fallait rassembler beaucoup de données, mais je l'ai fait quand même. Aujourd'hui, vous allez découvrir la course aux armements des Dreadnoughts, expliquée à l'aide de graphiques et de tableaux Excel, même si, heureusement, vous n'aurez à vous occuper que des graphiques. Et aujourd'hui, nous allons examiner les trois plus grandes marines de la Première Guerre mondiale, à savoir la Royal Navy, la marine allemande et la marine américaine. Oui, je pourrais aussi inclure les Russes, Japonais, Italiens, Français, même Espagnols, puisqu'ils avaient des dreadnoughts, etc. Cependant, cela ferait beaucoup de lignes agaçantes et regroupées tout en bas. Et cela ne dit pas vraiment qui était en tête. Donc, si vous voulez que j'élargisse l'ensemble de données pour inclure tout cela et évidemment pour qu'ils aient aussi leur propre graphique individuel, bien sûr, je peux faire ça, et j'ai déjà le format et les formules prêts de toute façon, ça ne devrait pas être trop difficile à faire, mais pour pouvoir visualiser plus facilement ce qui se passe, je pense qu'il vaut mieux se concentrer uniquement sur les Britanniques, les Allemands et les Américains. Pour cette présentation et quelques précisions rapides sur les données, je me concentre sur les cuirassés. J'aborderai peut-être les croiseurs de bataille à part. C'est surtout une course entre Britanniques et Allemands, avec les Japonais qui arrivent à la fin. Et cela devrait vraiment être un sujet à part entière à un moment donné. Donc, nous ne regardons que les cuirassés, et en ce qui concerne la façon dont je les classe selon la date de pose de leur quille. Tout était réparti en 4 trimestres chaque année, premier, deuxième, troisième et quatrième. Et si le navire a été mis sur cale pendant ce trimestre, il apparaît comme étant en construction pendant ce trimestre. Et de même, s'il est terminé ou mis en service pendant un trimestre donné, il apparaît dans ce trimestre. Donc, par exemple, si un navire est mis sur cale en février 1910, il apparaîtra au premier trimestre 1910, et s'il est mis en service en mai 1913, alors il apparaîtra comme un navire mis en service au deuxième trimestre de 1913. Bien sûr, le niveau d'opérationnalité exact d'un navire au moment de sa mise en service ou de son achèvement, comparé à son intégration complète dans la flotte en service actif, varie considérablement. Cela dépend s'ils ont effectué les essais avant ou après, de la rapidité avec laquelle l'équipage peut s'acclimater, et ainsi de suite, etc., etc. Mais, du moins en théorie, une fois qu'un navire est mis en service, on pourrait, en principe, l'emmener sur le champ de bataille dès le lendemain, si c'était absolument nécessaire. Nous allons donc commencer avec ce graphique. Il s'agit du nombre total de cuirassés pour les trois marines. Nous avons les Britanniques en nuance de rouge, les Allemands en nuance de gris et les Américains en nuance de bleu. La teinte plus claire indique les navires en construction et la teinte pleine montre les navires en service. Et oui,
Cela prend en compte les navires qui quittent le service, comme Audacious et Vanguard, ainsi que les navires en construction. J'ai choisi d'intégrer les temps de construction des navires qui ont réellement rejoint ces marines. Même si techniquement, certains d'entre eux, comme Aéronautes, Erin, Agincourt et Canada, n'ont pas été construits pour la Royal Navy à l'époque, ils ont évidemment été ensuite achetés de force, mais ils ont finalement fini dans cette marine. Donc, vous savez, leur temps de construction doit aussi être inclus, sinon on se retrouve avec des navires qui apparaissent de nulle part. C'est aussi un raccourci utile pour montrer la capacité de construction. Oui, je n'ai pas inclus Salamis chez les Allemands, mais elle n'a jamais été terminée, donc elle devrait juste apparaître comme un unique navire vaguement en construction. Ça ne change pas grand-chose maintenant. Je comprends que ce graphique puisse dérouter certains, alors je montre désormais seulement les sections construction et achèvement séparément. Et cela raconte vraiment une histoire intéressante. Parce que on peut voir évidemment que la Royal Navy commence en avance sur tout le monde avec le Dreadnought, mais ensuite, une fois que tout le monde commence à construire des Dreadnoughts sérieusement, vous avez ensuite les South Carolinas pour les États-Unis, puis les Nassau pour les Allemands les années suivantes. C'est une course très serrée dont on parle parfois. Eh bien, certains disent que les Britanniques exagéraient quand ils disaient que les Allemands pourraient les dépasser en 1 an ou 2, etc. Mais en réalité, non. Si vous regardez ce graphique, vous verrez qu'à différents moments, tout au long de 1907, 1908, 1909, les Allemands, même si l'on ne regarde que les cuirassés, construisaient en réalité plus de navires que la Royal Navy à certains moments. D'accord, certes, une partie de cela s'explique par le fait que les Britanniques construisaient et lançaient des navires un peu plus rapidement. Mais l'écart n'est pas énorme, et les États-Unis ne s'en sortaient pas trop mal pour suivre le rythme. Ils étaient un peu en retard la plupart du temps, mais pas de beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, à mesure que l'on avance vers 1909-1910, on commence à voir les effets de la campagne « Nous voulons 8 heures et nous n'attendrons pas » en Grande-Bretagne. Les restrictions du Congrès aux États-Unis et l'armée allemande réclamant une part de leur argent en Allemagne. Parce qu'en avançant jusqu'en 1910, on peut le constater. Bien que le programme de construction allemand ait souvent devancé la Royal Navy en nombre de coques, il a été plus souvent en avance que retard ces dernières années. À la fin de 1909, au début de 1910, il commence en fait à prendre du retard, puis il chute de façon catastrophique. Pendant ce temps, le programme de construction de la Royal Navy devient stratosphérique jusqu'en 1914, lorsque le déclenchement de la Première Guerre mondiale signifie que les programmes britanniques et allemands ralentissent, mais la baisse est plus marquée au Royaume-Uni car elle partait d'un niveau plus élevé. Alors que les États-Unis continuent tranquillement leur progression, car ils ne se soucient pas particulièrement du fait que les Européens sont en guerre, et en fait, il bénéficie de même d'un petit coup de pouce grâce à divers facteurs, y compris le début de la construction des New Mexico. Et donc, à la fin de 1914, les Américains dépassent les Allemands en termes de nombre de navires en construction, et c'est encore plus flagrant au début de 1916, parce que la Grande-Bretagne n'a posé aucun nouveau grand bâtiment de combat depuis le début de la guerre, le nombre de navires en construction au Royaume-Uni continue de diminuer. Il est inférieur à celui des Allemands car les Britanniques finissent leurs navires, alors que beaucoup d'Allemands restent sur les cales. Et les Américains sont devant tout le monde en 1917. Mais comment cela se traduit-il en nombre de navires réellement en service? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, le graphique raconte une histoire légèrement différente. La Royal Navy bénéficie d'un avantage initial grâce au Dreadnought, qui garde une avance d'un point durant plusieurs années. Mais ensuite, grâce à la nature légèrement plus rapide des chantiers navals britanniques, malgré le fait que les Allemands aient de plus de coques en construction à tout moment pendant une bonne partie de la fin des années 1900, comme nous venons de le voir, la Grande-Bretagne prend une avance précoce en nombre de coques effectivement en service et conserve cette avance de façon très légère, l'élargissant au fil du temps. Et, bien sûr, comme cela se situe à la toute fin de la période de construction, l'effet de la campagne « Nous en voulons 8 et nous n'attendrons pas » n'apparaît qu'à la fin de 1914, début 1915, où l'on voit soudainement que les effectifs de la Royal Navy continuent d'augmenter encore et encore. Il faut admettre que cela a été facilité en partie par la réquisition de ces 3 navires destinés à d'autres pays. Et ils continueront simplement d'augmenter. Ce pic de construction du début des années 1910 dont bénéficie la Royal Navy commence tout juste à entrer en service dans la flotte, atteignant son apogée avec le dernier navire mis en service vers la fin de 1916, ayant creusé un écart absolument énorme avec les Allemands
qui sont restés relativement stables depuis la mi-1914, avec seulement la mise en service du Baden et du Bayern, qui a légèrement augmenté leurs effectifs, un tout petit peu, évidemment. Le simple volume des constructions des Britanniques et des Allemands fait qu'à la fin de 1912, les deux marines devancent largement les Américains, même si, évidemment, les Britanniques sont un peu plus en avance que les Allemands. Mais ensuite, on peut voir qu'une fois arrivé à la fin de 1915, alors que le rythme de mise en service allemand a chuté de façon spectaculaire, les Américains continuent tout simplement d'avancer. L'écart important entre les flottes américaines et allemandes fin 1914, début 1915 diminue à mesure que les États-Unis mettent en service davantage de navires. Jusqu'en 1918 et à la fin de la guerre, on peut voir qu'en réalité, il n'y a qu'un très faible écart d'environ 3 navires entre le nombre de cuirassés américains et le nombre de cuirassés allemands. Passons donc à une autre façon de visualiser cela, le nombre de canons de différents calibres. Malheureusement, mettre tout cela dans un tableau où chacun aurait tous ses canons au même endroit est pratiquement impossible. Cela ressemble simplement à des spaghettis devenus fous. Vous pouvez aussi le faire par marine individuelle, ce qui donne des faits intéressants. Voici le graphique de la Royal Navy. Voici le nombre de canons disponibles pour la flotte selon les différents calibres au fil du temps. Donc évidemment, la première ligne correspond au canon de 12 pouces. Ensuite, nous avons la ligne jaune qui correspond au canon de 13,5 pouces. Les canons de 14 pouces sont en bleu et les canons de 15 pouces sont en vert. Comme vous le voyez, encore une fois, le Dreadnought lance tout en mettant 10 canons sur la table. Ensuite, tout augmente assez vite. Et là, vous pouvez vraiment voir la coupure nette lorsque la Royal Navy arrête d'apporter des canons de 12 pouces et commence à introduire les canons de 13,5 pouces. Ensuite, la montée est très rapide car chaque navire de la Royal Navy a 10 canons de 12 pouces ou de 13,5 pouces, mais ils construisent plus de navires de 13,5 pouces. Ensuite, une nouvelle coupure survient, puis les canons de 15 pouces des Queen Elizabeth et Revenge sont mis en service. Et puis la ligne des 14 pouces, c'est littéralement juste le HMS Canada avec ses 10 canons. Et avant que quelqu'un ne se pose la question, oui, la petite augmentation du nombre de canons de 12 pouces vers le début de 1914, c'est à ce moment-là qu'Agincourt entre en jeu. Cette augmentation, c'est juste Agincourt toute seule. Et ensuite, la diminution en 1917 correspond à la destruction du HMS Vanguard. Vous vous demandez sans doute pourquoi ces graphiques ne montrent pas le sort de l'Audacious. C'est parce que de nombreux navires entrent en service au moment où l'Audacious est coulée. Et donc, même si elle réduit le nombre total, dans son cas, des canons de 13,5 pouces, un nombre similaire de canons de 13,5 pouces entrent en service, donc vous ne le voyez pas réellement sur le graphique. Pour lui, c'est en fait le HMS Erin qui entre en service au cours du même trimestre. Pour les Allemands, le graphique est plus simple. Le nombre de canons de 11 pouces augmente vite avec les Nassau, puis, une fois ces navires en service, cela s'arrête. Vous avez donc la ligne jaune orangée, représentant seulement les canons de 12 pouces, car ils équipent la plupart des dreadnoughts allemands. Mais vous pouvez voir que cela s'arrête aussi. Ensuite, il y a un long intervalle avant que Baden puis Bayern n'entrent en service avec leurs canons de 15 pouces, et c'est à peu près tout pour les Allemands. Et puis, le graphique le plus simple de tous, bien sûr, c'est celui des Américains, parce qu'il n'y a que des canons de 12 pouces qui augmentent encore et encore, entrant en service entre la fin de 1909 et le milieu de 1912. Après un court intervalle, les canons de 14 pouces arrivent avec Texas et New York. Comme vous le voyez, il y a un petit plateau, puis les Nevada arrivent et ça remonte encore. Et il est intéressant de noter que cela signifie qu'il faut en fait le plus de temps aux Américains pour dépasser leur calibre de canon Dreadnought initial, car les Britanniques ont plus de canons de 13,5 pouces dans leur flotte que de canons de 12 pouces au début de la Première Guerre mondiale. Vers 1912, les Allemands équipent leur flotte de plus de canons de 12 pouces que de 11 pouces. Mais comme vous pouvez le voir ici, malgré la construction de navires équipés de 10 puis de 12 canons de 14 pouces, le nombre impressionnant de canons de 12 pouces dans la flotte américaine fait qu'ils ne dépassent pas réellement ce chiffre avec leurs navires armés de canons de 14 pouces. Jusqu'à peu près la fin de la Première Guerre mondiale, au début de 1918, bien sûr, si vous voulez inverser les choses et utiliser les canons de 12 pouces comme référence à dépasser, alors évidemment, les Américains sont l'une des deux seules marines à réellement dépasser ce chiffre, car les Allemands n'ont jamais eu que 16 canons de 15 pouces en service avec le Baden et le Bayern.
Mais je pense qu'une chose assez intéressante par rapport au nombre de canons, c'est le poids de la bordée. Maintenant, cela se mesure en livres, car il s'agit du poids de l'obus en livres multiplié par le nombre de canons participant à la bordée. Et cela diffère légèrement du nombre de canons de deux manières principales. Tout d'abord, tous les canons d'un navire ne sont pas des canons de bordée. Par exemple, le HMS Dreadnought possède 10 canons. Sur le tableau indiquant le nombre de canons, c'est 10. Mais sur ce tableau, qui montre le poids de la bordée, seuls 8 canons sont comptés par bordée, idem pour les Allemands. Il y a 12 canons sur chaque classe Nassau et chaque classe Helgeland, mais seulement 8 canons peuvent contribuer à une bordée donnée. Donc, cela modifie légèrement les chiffres, et puis bien sûr, plus le canon est gros, en général, plus l'obus est lourd. Voici les Britanniques, identifiables sur la légende, alors que le canon de 14 pouces apparaît aux côtés du canon de 15 pouces. Et c'est en fait vraiment intéressant car rappelez-vous, nous avons vu sur les graphiques précédents que les Britanniques venaient tout juste de dépasser le nombre de canons de 12 pouces dans la flotte avec le 13 pouces et demi. Concernant les canons que les Britanniques voulaient intégrer à leur flotte, le 15 pouces reste derrière le 12 et le 13,5 pouces pendant toute la guerre. Mais alors que nous avons ici le poids total de la bordée en violet, vous pouvez voir qu'évidemment au début, la ligne totale et la ligne des 12 pouces en rouge sont exactement les mêmes. Ensuite, la bordée de 12 pouces se stabilise, car l'introduction de ces canons cesse, sauf une légère hausse avec Agincourt, puis baisse après la perte du Vanguard. Bien qu'il n'y ait finalement qu'à peine plus de canons de 13,5 pouces que de 30,48 cm, le poids de la bordée de ces canons de 13,5 pouces, chaque bordée sur un navire britannique de 13,5 pouces compte 10 canons contre 8 sur certains navires de 12 pouces la plupart du temps. Certains canons de 12 pouces ont des bordées de 10 canons avec en plus le poids des obus. Et oui, j'ai bien pris en compte les différences de poids entre les munitions plus légères et plus lourdes pour les canons de 13,5 pouces. Mais vous pouvez voir que lorsque tous les canons de 12 et 13,5 pouces sont en service, la bordée totale des canons de 13,5 pouces est presque le double de celle des canons de 12 pouces. Et ensuite, les canons de 15 pouces entrent en service. Et malgré le fait qu'ils soient numériquement les moins nombreux des trois, évidemment les canons de 14 pouces étant une exception, vous pouvez voir cela très rapidement. Une fois que les Queen Elizabeth sont en service, elles, à elles seules, ont plus de puissance de feu en bordée que l'ensemble de la ligne de bataille britannique de 12 pouces, malgré le fait qu'il n'y ait que 5 navires. Une fois la classe Revenge en service, ces navires offrent presque autant de puissance de feu en bordée que ceux de 13,5 pouces et bien plus que ceux de 12 pouces. On observe un phénomène similaire chez les Allemands. La ligne violette indique le total. Le rouge indique le calibre initial, ici 11 pouces. L'orange-jaune correspond aux 12 pouces, et dans ce cas, le bleu représente le 15 pouces. Donc, encore une fois, la ligne rouge et la ligne violette sont identiques pendant un petit moment. Puisque le canon de 11 pouces n'équipe qu'une seule classe de cuirassés de la flotte de haute mer, il est logique que la bordée de 12 pouces domine rapidement, surtout avec l'entrée en service progressive des navires armés de canons de 12 pouces. Mais ensuite, j'ai trouvé celle-ci assez amusante, étant donné qu'il y a 4 navires de la classe Nassau, chacun avec 12 canons, même si la bordée n'en compte que 8. Les deux Baden ou Bayern, selon la façon dont vous souhaitez les classer, qui sont mis en service. Rien que ces deux navires, encore une fois avec des bordées de 8 canons chacun, ont un poids de bordée quelque peu supérieur à celui des 4 navires de la classe Nassau réunis, comme vous le voyez en bas à droite du graphique. Et pour les Américains, eh bien, vous n'avez que la ligne des canons de 12 pouces qui correspond au total au départ. Comme je l'ai dit, elle se stabilise ensuite comme ligne rouge, puis la ligne des 14 pouces grimpe rapidement. En fait, elle dépasse les bordées de 12 pouces vers le milieu de la guerre, vers 1916 environ. Et cela nous amène au dernier graphique de cette petite vidéo explicative, qui est le poids de bordée des 3 différentes marines. Les Britanniques sont en rouge, les Allemands en noir, les Américains en bleu. Maintenant, celui-ci est plutôt intéressant parce que nous avons déjà établi que les Allemands avaient plus de navires en service que les Américains dans l'ensemble et qu'ils construisaient généralement plus de navires, jusqu'à ce que, évidemment, le début de la Première Guerre mondiale mette un frein à cela. Cependant, lorsque vous regardez le poids total de la bordée, parce que
Les Allemands commencent avec des canons de 280 mm qui ont un obus relativement léger, et puis leur première génération de navires avec des canons de 305 mm finit avec la même disposition hexagonale. Ils n'ont que 8 canons embordés pour leurs 2 premières classes. Leurs navires de 305 mm n'ont que 10 canons embordés, tandis que les Américains débutent avec 8 canons, passent à 10, puis 12 avant de revenir à 10 canons, mais avec des obus de 356 mm bien plus lourds. Il s'avère qu'en ce qui concerne qui possède la bordée totale la plus lourde entre la flotte de haute mer numériquement supérieure et la marine américaine, cela varie pas mal, comme vous pouvez le voir. Entre 1910, 1911 et 1912, à part un tout début très très précoce, lorsque les Allemands ont un Asgari en service et que, eh bien, les Américains n'en ont pas. Les Américains ont en fait un poids de bordée légèrement supérieur à celui des Allemands. Jusqu'à la fin de 1912, c'est un peu serré au milieu de 1912, mais ensuite, en 1913, les Allemands les dépassent. Et cela représente essentiellement le fait que les Allemands construisent beaucoup plus de navires à ce moment-là, ainsi qu'ils sont passés au canon de 12 pouces. Mais ensuite, vous pouvez voir que malgré le fait que les Allemands mettent en service beaucoup plus de coques jusqu'à la fin de 1914, c'est à ce moment-là que les Kaiser et les Königs entrent en service. Les Américains n'engagent que la moitié des navires, mais avec 2 canons de plus par bordée et des armes de 14 pouces au lieu de 12, ils restent globalement à la hauteur. Dès que les Allemands ralentissent, les Américains continuent d'amener ces canons de 14 pouces. Aux alentours de la bataille du Jutland, les Américains ont légèrement dépassé les Allemands, même avec l'arrivée des Bismarck. Et à la fin de la guerre, la flotte américaine, encore une fois, bien qu'étant numériquement quelque peu inférieure, possède un poids de bordée nettement supérieur à celui des Allemands, d'environ 20% de plus, tout simplement grâce à ce grand nombre de canons de 14 pouces. La Royal Navy, dotée d'une puissance de feu en bordée 2 fois supérieure à celle des marines américaines et allemandes réunies, se demande si cette situation n'est pas une blague trop explosive pour eux. Mais néanmoins, c'est un graphique intéressant, surtout autour de 1913-1914, où, comme je l'ai dit, non seulement on voit l'effet des navires américains armés de canons de 14 pouces qui commencent à entrer en service, leur permettant de suivre puis de dépasser les Allemands malgré un nombre bien inférieur de coques mises en service. Mais l'augmentation purement démesurée et ridicule, ainsi que l'écart énorme que la Royal Navy creuse, commence presque entièrement à partir de 1913, parce qu'à ce moment-là, on voit juste, oui, les derniers navires de 30,5 pouces arriver, mais ensuite un flux constant de navires armés de canons de 15 pouces. Et oui, ils n'ont que 8 canons, comparés aux 12 canons américains sur leur standard plus récent. Mais ces canons de 15 pouces envoient des obus sacrément puissants, et il y en a beaucoup. Ce qui fait, comme je l'ai dit, que les Britanniques atteignent bien plus de 400 000 livres de poids de bordée. Voici la course aux dreadnoughts de la Première Guerre mondiale, illustrée par des graphiques sur le nombre de coques, le poids de bordée et le nombre de canons. Si vous voulez voir celle des croiseurs de bataille, que j'agrandisse ces graphiques pour les marines plus petites ou une vidéo séparée sur ces marines, dites-le moi en commentaire. À bientôt.